Voilà, donc pour ce film Coup de poing, La haine de Mathieu Kassovitz, qui avait fait sensation au moment de sa sortie, c'était en 1995, il y a maintenant 30 ans, et qui interroge évidemment sur la situation des banlieues. Où en est-on 20 ans après les émeutes de Clichy-sous-Bois en 2005, qui avaient embrasé la France après la mort de 2 adolescents, Zied et Bouna, dans l'enceinte d'un local électrique? Où en est-on aujourd'hui? Sentiment d'abandon d'une partie de la population de ces quartiers populaires et des jeunes, montée de la violence liée aussi au trafic de drogue, crise des banlieues, la crise est-elle inéluctable? C'est le thème de notre grande soirée donc de débat, cinéma-débat ce soir, et on en parle avec nos invités. Bonsoir Nora Hamadi. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous avez grandi dans un quartier populaire à Longjumeau en Essonne et vous publiez La Maison des Rêves aux éditions Flammarion. Vous y racontez justement le délitement de cette France périphérique. Vous nous direz tout à l'heure ce que vous racontez derrière ce mot délitement. Philippe Rio, bonsoir. Vous êtes maire de Grigny depuis 2012, en Essonne également. Vous êtes à l'origine, avec d'autres élus, de l'appel de Grigny qui avait dénoncé le manque de moyens en matière de politique de la ville. Et vous avez été élu, j'ai retrouvé ça en préparant l'émission, meilleur maire du monde en 2021 par une fondation internationale. C'est pas mal ça. Ah oui, c'est vrai. Merci en tout cas de votre présence. Aziz Seni est également avec nous. Bonsoir, monsieur. Vous êtes entrepreneur. Vous avez vous-même grandi dans le quartier du Val-Fouré, quartier populaire à Mantes-la-Jolie. Et vous êtes fondateur du Forum économique des banlieues, qui est un peu, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, le Davos des banlieues, des entreprises de banlieue, c'est ça, comme le Forum économique de Davos. Vous êtes là aussi en tant qu'auteur, Made in banlieue, qui sort cette année. Made in banlieue, c'est le livre que vous avez écrit, avec l'idée aussi d'aider les jeunes des quartiers populaires, leur mettre un peu le pied à l'étrier pour réussir à entreprendre et à créer des entreprises. On en parlera avec eux tout à l'heure. Et vous dites, au fond, il y a plein de richesses dans les banlieues et il y a plein d'argent aussi à aller chercher et à faire fructifier. Frédéric Loz est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Vous connaissez évidemment parfaitement cette problématique des quartiers. Vous avez été directeur de la sécurité publique dans le Val d'Oise et vous êtes l'auteur de Insécurité, stop à la descente aux enfers, qui sort aux éditions Fayard. Merci également de votre présence. Peut-être d'abord un mot général sur ce film qui est devenu un phénomène de société. C'était le premier film, je crois, choc comme ça sur les quartiers populaires et les banlieues, qui avait d'ailleurs un peu essentialisé les jeunes de banlieue, Nora, au moment où il est sorti. Comment vous l'aviez vécu, vous, à l'époque? Alors, à l'époque, moi, j'ai 15 ans et c'est quand même une claque parce que c'est la première fois que, de manière aussi très esthétisante, le choix du noir et blanc, on se retrouvait, en plus, banlieusard de la grande banlieue, parce que ça se passe à Chanteloup-les-Vignes. Chanteloup-les-Vignes, à l'époque, c'est la zone 5. Et moi, j'ai grandi en zone 5, pour les plus vieux qui nous regardent aujourd'hui. Zone 5 Île-de-France. Zone 5 Île-de-France. Voilà. Aujourd'hui, c'est dézoné, mais pour ceux qui se rendent compte, on est vraiment sur le RER, voire sur les trains de banlieue. On est loin de Paris-Centre. On est très, très loin de Paris-Centre. Il n'y a pas de métro. Et donc, l'attente, l'ennui, la banlieue des champs, parce que très vite, en fait, on voit cette vache qui traverse, qui sont évidemment des hallucinations. Mais moi, j'ai grandi, il y avait des vaches, il y avait des poules, il y avait tout ça. C'était la première fois, en fait, qu'on arrivait sur un écran, qu'on était raconté. Alors oui, certes, c'était essentialisé. Qu'on était, nous, les jeunes de banlieue, nous, c'est ça? Nous, les jeunes de banlieue. Mais là, une fois de plus, c'est-à-dire qu'on a 3 garçons. Il n'y a quasi pas de femmes dans ce film. Et c'est toujours l'écueil qu'on retrouve sur les questions de quartier populaire. On représente des garçons, on représente du bâti. Et là, c'est l'image aussi qu'on a sur les écrans qui sont derrière nous. Et il manque cette réalité, ce sel qui fait que moi, c'est ce que j'appelle des villages verticaux. Mais pour la première fois, on se voyait, on était représentés. Et ça a quand même représenté un passage assez important. Frédéric Loz, même question. Comment, en tant que citoyen, policier aussi, que vous alliez devenir, vous avez reçu ce film à l'époque, qui a d'ailleurs été mal compris par une partie du public et de la police. Kassovitz avait dit, ce n'est pas un film contre les flics, mais c'est un film anti-système. D'abord, c'est un film, c'est une œuvre cinématographique, c'est pas un reportage. Donc c'est pas un travail de recherche, c'est pas un reportage, donc je le prends comme un film. Ouais. C'est un bon film, c'est un film emblématique. La preuve, c'est qu'on en parle aujourd'hui. Et puis, peut-être qu'il y a des outrances, mais parfois les outrances permettent d'amener des questions et d'en débattre. Je le trouve doublement caricatural aussi bien pour la police que pour les jeunes des banlieues. Cette expression de jeunes des banlieues très globalisante. Mais j'en reviens à ce qu'il est, c'est-à-dire, j'ai pas ma vision, vous l'avez dit, de professionnel, de commissaire. C'est un film. Quand moi je vais voir un film policier, je dis pas, ça c'est irréaliste, ça c'est parce que sinon on arrête. C'est un bon film. Oui. Après, évidemment, c'est un film dans lequel il y a des messages politiques.
on va en parler. Bien sûr. Ça fait partie du débat. Et puis la situation a quand même drôlement évolué depuis maintenant 30 ans. C'est comme quand on dit Paris et la province. Moi, je travaille en région parisienne. J'ai toujours dit Paris et les provinces. Ouais. Vous voyez, maintenant, on dit, vous savez, politiquement correct, on dit les régions maintenant. Les banlieues, vous avez parlé de villages verticaux. Je trouve très belle cette expression parce que pour ceux qui connaissent la banlieue, c'est des êtres humains, des familles, des écosystèmes, de la vie, et pas juste que du béton et du bâti. Aziz Seni, comment vous l'aviez reçu, vous, ce film, à l'époque? J'ai le même âge que Saïd Taghmaoui. Forcément, au moment où ça sort, je suis dans la salle de cinéma, dans le quartier du Val-Fouré. Et c'est une claque. C'est une claque parce que Saïd et ses copains, c'est Aziz et ses copains. La scène mythique où le train part, ils sont coincés à Saint-Lazare. On l'a vécu 1000 fois, à devoir errer dans Paris parce que Mantes-la-Jolie... On est enfermé dehors. On est enfermé dehors. Mantes-la-Jolie, c'est à 65 km. Et là, c'est fini. Vous y passez la nuit. Maintenant, je regarde ça, on ne va pas faire d'anachronisme avec le regard du cinquantenaire. On est en 2025. Et j'ai presque envie de dire la haine aujourd'hui, c'est quasiment un film de bisounours. Ouais. La situation s'est tellement dégradée. Il y avait encore peut-être un petit peu d'espoir, il y en a beaucoup moins. Il y avait une autorité, on le voit dans le film, il y a une séquence où le grand frère, l'aîné du quartier prend la parole et tous les jeunes, bon, ça turbule un petit peu, mais ils se taisent et ils laissent le grand parler. Cette relation à l'autorité, et déjà l'autorité familiale et l'autorité liée à l'aîné, elle s'est un petit peu diluée. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. Est-ce que c'était caricatural? Non. Est-ce que c'était un reportage? Évidemment non. Est-ce qu'on en a tiré une facture presque documentaire, c'est pour ça qu'à l'époque ça pouvait prêter à confusion. Philippe Rio, un petit mot et puis on avance après pour faire le parallèle avec aujourd'hui. Un film d'une génération, j'ai 21 ans, donc pareil, voilà, on est dedans. L'autre particularité, d'abord le graphisme que Nora a rappelé, c'est puissant graphiquement. Et puis, petite particularité, c'est effectivement tourné à Chanteloup-les-Vignes, dans la ZAC de la Noé, avec un architecte, Émile Ayot, qui est le même que celui dans le quartier dans lequel j'habitais à l'époque, dans lequel j'ai grandi, qui s'appelle le quartier de la Grande Borne à Grigny. Et donc, quand je regarde le film, j'ai l'impression que je suis dans le hall, qu'il y a un moment un hippopotame géant, nous on a un serpent géant, on a des pigeons géants, parce qu'Émile Ayot avait plein d'artistes qui ont travaillé avec lui. Et donc, j'ai ce sentiment de dire les invisibles passent à la télé, c'est plutôt classe, avec une force de récit extrêmement puissant. Et ça reste un film culte aujourd'hui, dans ce que cela dit, de rendre visibles des invisibles, et une situation aussi crûment mise à l'écran, avec quelques biais, mais je pourrais revenir aussi dessus. C'est intéressant ce que vous dites sur le bâti, parce qu'on va y revenir sur la politique de la ville. Il y a plein de gens qui disent aujourd'hui, au fond, à l'époque, les architectes, ils se sont fait plaisir, mais ce n'était pas des endroits où les familles se sentaient bien et pour vivre dans la durée. Et que la vie s'inscrive dans la durée. Je sais qu'à la Grande Borne, il y a un débat là-dessus, mais on en parlera tout à l'heure de la politique de la ville. On va faire le parallèle avec aujourd'hui. Il y a le film et puis il y a, on l'évoquait à l'instant, la réalité. Depuis la haine, il y a eu 2 grandes vagues d'émeutes, 2005-2023, qui ont embrasé les villes françaises. À chaque fois, le point de départ est la mort de jeunes adolescents. Clichy, Nanterre. Extrait. Pompiers, bâtiments publics et surtout policiers sont les principales cibles des émeutiers. Ce n'est plus une ville, mais 4 départements, puis toute la région Île-de-France qui est touchée. Aux affrontements avec la police succèdent les agressions contre la population. Un retraité passé à tabac ne survivra pas. Dans ce bus, une femme a failli mourir brûlée vive. Autre cible nouvelle, des écoles, des entreprises dans des dizaines de quartiers différents. En 3 semaines, la police a placé en garde à vue près de 3000 personnes. Plus de 500 ont déjà été placés en détention, dont une centaine de mineurs. Ils sont en train de cramer la mairie. Sur l'ensemble de la France, 266 bâtiments ont été attaqués la nuit dernière, dont 26 mairies et 24 écoles. À Marseille aussi, des flammes au milieu des rues. L'unité d'élite de la police, le RAID, a été déployée en centre-ville dans un contexte d'extrême tension. À Lyon, les mêmes scènes de violence. Des tirs de mortier pour faire reculer les policiers. Une guérilla urbaine ponctuée de nombreux pillages. Des magasins sont littéralement dévalisés. Une 4e nuit d'émeute dans toute la France, malgré les 45 000 policiers déployés sur tout le territoire. Voilà, Aziz Seni, vous disiez tout à l'heure, au fond, la haine, c'était presque un film de bisounours.
Comment vous expliquez, il y a 20 ans, et puis il y a 2 ans maintenant, la montée de cette colère? Comment vous l'interprétez? Je l'interprète parce que rien n'est fait. On remet le couvercle à chaque fois. La banlieue, on en parle, pas sous ses aspects les plus positifs. À chaque fois qu'il y a une émeute, à chaque fois qu'il y a une révolte, prenez le mot que vous voulez, c'est là où les caméras et les micros viennent. Oui, mais tout le reste du temps... Pourquoi il y a des émeutes et pourquoi la colère est si forte? C'est la misère sociale. C'est pour ça que j'utilise le terme de révolte. Il y a un message derrière. Quand on a des écoles qui brûlent, c'est un message, c'est pour dire l'ascenseur social ne fonctionne plus. Quand il y a des entreprises qui brûlent, c'est pour dire il y a de la discrimination, je n'y ai pas ma place. Et il faut l'entendre, ce message. Alors évidemment, on ne peut que condamner la violence, mais il y a quand même une réflexion. Ces quartiers, on les a bâtis pour en faire des cités dortoirs. L'idée, c'est de dormir, c'est pas de vivre. Aujourd'hui, c'est la survie. On a l'explosion des familles monoparentales, on a des difficultés financières, 18% de taux de chômage, 42% de taux de pauvreté. Nulle part dans le monde, ça ne peut fonctionner. Et au lieu de régler les problématiques avec une vision de développement économique, à chaque émeute, à chaque révolte, on remet le couvercle par-dessus. Alors évidemment, ce n'est pas en mettant encore plus de sécurité, encore plus d'actions sociales ou en remettant des coups de peinture sur des immeubles. Vous parliez tout à l'heure de la politique de la ville et des tours. Ouais. Les tours dans le 16e arrondissement, il y en a. Ce n'est pas la tour en elle-même. On fait un faux procès aux architectes. C'est qui on a mis à l'intérieur de ces tours. Qu'est-ce qui a changé, Frédéric Loos, dans la nature de la colère depuis 20 ans, entre les émeutes de Clichy et les émeutes qui sont parties de Nanterre et puis qui ont embrasé la France? Cette colère et ces émeutes, moi je ne suis pas un spécialiste de la nature profonde des émeutes. Par contre, la seule chose que je sais, parce que je me suis retrouvé dans ma vie face à ces émeutes, parce que ça, c'est les émeutes industrielles. On a beaucoup d'émeutes, entre guillemets, artisanales et de violences urbaines de partout. C'est que la plupart des gens dans ces banlieues, quelles que soient leurs origines, leur religion, veulent de la sécurité, ne participent pas aux émeutes. Bien sûr. Et font tout pour s'en sortir ou pour vivre normalement. Moi, ce qui m'a déjà frappé, c'est ça. C'est qu'en termes de représentation, méfiance par rapport au biais cognitif, je vois énormément de gens qui d'ailleurs veulent rentrer dans la police, ils rentrent dans la gendarmerie parce que ce sont des institutions où l'escalier social, j'aime pas le mot ascenseur social. Hein, on dit l'escalier existe, oui, parce qu'il y a des étages à monter. Mais il n'y a pas de plafond de verre, oui, absolument. Alors que l'idée de faire aucun effort, l'ascenseur. Non, il y a l'islam radical, faut pas se mentir, qui est là et qui, en termes de repli communautaire, c'est pas une bonne chose parce que la banlieue. Alors, je vous arrête parce qu'on va en parler de tout ça dans le détail. Ma question, c'est simplement, Philippe Rio, peut-être un mot là-dessus, et puis après Nora Hamadi, sur le point de bascule. On a le sentiment quand même, sur la nature juste de la colère. Est-ce que la nature de la colère a changé et la virulence de la colère a changé? En 95, de mémoire, il y a une élection présidentielle. Jacques Chirac. Emmanuel Todd, la fracture sociale. 30 ans plus tard, 2025, c'est la France qui est fracturée en entier. C'est aussi un point de bascule lorsque le politique utilise un territoire, montré du doigt, le Karcher, et en même temps moins de forces de police, 10 000 forces de police en moins. Ça s'appelle RGPP, Révision Générale des Politiques Publiques. Et donc on a démantelé un certain nombre de choses. Je vous donne un autre exemple. J'étais, pas plus tard qu'hier, sur les programmes de réussite éducative, le soutien aux enfants qui ont des difficultés à l'école. Le centre médico-psychopédagogique de Grigny a une file d'attente de 350 enfants qui attendent un soin orthophoniste, qui attendent un bilan orthophoniste. Et si on écoute les enseignants qui sont au cœur de la vie de ces quartiers, que se passe-t-il? Que disent-ils? Les psychologues dans les écoles se comptent sur les doigts d'une main. Les médecins dans les écoles se comptent sur les doigts d'une main. Je dis juste que moi, en tant qu'observateur, habitant de ces quartiers, je vois une dégradation tous les jours d'un certain nombre de phénomènes qui fait que ça craque. Et je vois une société qui aujourd'hui, c'est pas uniquement les quartiers qui sont en fracture, c'est toute la société française. Dans les points de bascule, il y a eu un regard politique qui a été fait. Les quartiers populaires ont été un levier électoral utilisé par un côté de l'échiquier politique, ou même peut-être tous mal, allez, on va mettre tout le monde, et ça a été un espace qui a permis de raconter un récit, notamment sur la question de la sécurité. Parlons-en. Je voulais vous poser la question. Je dis juste, pardon, excusez-moi, sur la question de la sécurité. Depuis 1995, dans ce pays, le maître mot, c'est la sécurité.
Pourquoi assiste-t-on aujourd'hui, et tous autour de la table, on va être d'accord pour dire on a un problème de sécurité alors que la parole politique n'a parlé que de ce sujet-là. Et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans, en fait ? Alors que c'est le sujet numéro 1, y compris à la veille des municipales. Pour la première fois, le sujet de la sécurité était le sujet numéro 1 des Français, quand bien même ça fait 30 ans qu'on saute sur notre chaise comme un cabri, pour reprendre la phrase du général de Gaulle, et qu'on parle de ce sujet-là sans régler fondamentalement le problème. Donc moi je dis, cette crise, ces moments de bascule ont servi politiquement. Bien, une fois qu'on a dit ça, pour revenir aux événements des émeutes, et après on va aller dans le fond des choses et des dossiers. Les réseaux sociaux, est-ce que ça exacerbe aussi la culture de la violence et ça crée une forme de concurrence entre les quartiers ? Oui, je suis dans un département où 25% des rixes mortels se déroulent en France. Il n'y a pas longtemps, un enfant de Ris-Orangis a été battu à mort dans une station de bus à Évry-Courcouronnes. Un enfant de Ris-Orangis, et les auteurs présumés sont des enfants de Grigny. Donc ces sujets-là, en plein, et les réseaux sociaux, ce sont des armes. Ce sont des accélérateurs de particules, ce système très forte. Mais regardons, en fait, déjà en 2005, ce système de mise en concurrence des quartiers, combien de voitures brûlées, en fait, mais c'était déjà le cas de journaux télévisés en journaux télévisés, de 13h en 20h, TF1, France 2, il fallait que... Enfin, il n'y avait pas TikTok. Oui, mais c'est pas grave. C'est juste que c'est ce que je vous dis. Ouais. C'est un accélérateur de particules. Que vous soyez d'accord ou pas avec moi, je vous dis qu'en fait, le phénomène est le même. Les réseaux sociaux ont été des accélérateurs. Aujourd'hui, ça ne se passe plus parce que, pardon de vous le dire à vous, Julien, c'est plus aux 13h et aux 20h que ça se passe. C'est sur les réseaux sociaux. Non, mais voilà. Donc, c'est juste qu'on est sur les mêmes logiques, on est sur les mêmes processus, sauf que ça se passe désormais sur les réseaux sociaux et ça dit quelque chose de la place qu'ont les médias aujourd'hui dans la vie de ces plus jeunes. Et là où il faut quand même revenir à la base, c'est-à-dire que pourquoi ces gamins sont en colère ? Moi, je fais des ateliers depuis 20 ans dans les quartiers populaires. Je fais des ateliers d'éducation aux médias. Et moi, ce que je vois, c'est des gosses, c'est comme des couches sédimentées. Leurs parents, leurs oncles, leurs tantes étaient déjà en colère parce qu'ils étaient déjà assignés. 1983, souvenez-vous, si on rembobine, c'était la marche pour l'égalité et contre le racisme. Il y avait déjà des demandes de dignité, il y avait déjà des questions de racisme, il y avait déjà des questions de discrimination. Et c'est parti d'où ? C'est parti des Minguettes. C'est parti des Minguettes et c'est parti de Marseille. De quoi ? D'une bavure policière, là aussi. Toumi Djaïdja, il se prend un coup en fait de la police et ça part toujours de là. Il ne faut jamais oublier que ces questions de colère, ces explosions sociales, ces révoltes, ces émeutes, comme on les appelle, elles partent toujours de cet endroit-là. 2005, c'était le cas. 2023, c'était le cas. Et effectivement, les réseaux sociaux sont des accélérateurs. Pourquoi 2023 ? Parce que Nahel Merzouk, pour la première fois, on a une vidéo de sa mort. On voit exactement ce qui se passe. Donc, ces gamins que moi je côtoie, je vois des gosses qui sont bien plus en colère qu'ils ne l'ont été, bien plus assignés aussi. Ils ont complètement conscience d'être dans les caves de la République. Leurs parents y sont. Leurs oncles, leurs tantes y sont. Ils ont très bien conscience aussi qu'ils n'ont pas accès aux droits communs. Il y a eu des rapports rendus. On y reviendra sur la politique de la ville. On n'a jamais rendu autant de rapports sur ces questions que sur cette politique-là. On n'a jamais fait autant, par exemple, sur les ruralités. On a mis en concurrence ces deux espaces, sauf qu'il s'avère que moi j'ai aussi travaillé dans la Nièvre et ces gamins assignés qui choisissent leur orientation en fonction des horaires de TER ou des horaires de bus parce qu'ils sont en fait à 40 km de Paris dans une cité, moi j'ai vécu la même chose. Mais on pourrait vous rétorquer que dans la Nièvre il n'y a pas des émeutes qui prennent la proportion de celle de Clichy. Ces colères-là, ces colères. Vous faites la comparaison entre les deux ? Évidemment. C'est cette question de la dignité. En fait, on a tendance effectivement à opposer les quartiers populaires et les zones rurales parce qu'on a une lecture ethnicisée de ces questions, mais en fait c'est une question sociale. La question c'est la pauvreté. Vous dites qu'il ne faut pas ethniciser, mais vous l'avez un petit peu fait sur le... Il y a 1 200 000 interventions de police. Les actions de police graves où il y a des dérapages déontologiques sont extrêmement rares. Les policiers travaillent dans des conditions épouvantables. Si moi je voulais être polémique et je disais on va prendre l'ensemble du monde de jeunes par exemple qui ont été tués en général en dehors de la police et par qui, là on aurait un débat politique épouvantable parce que les chiffres off
moi je les connais, il vaut mieux pas les sortir. Alors, comme je suis pas dans heureusement que c'est pas comparable. Le rôle de la police, c'est pas de. Oui. Aziz Seni, pour avancer, il y a des politiques de la ville qui ont été mises en place. 100 milliards d'euros investis depuis 1977. Ça représente entre 2 et 3 milliards par an. La politique de la ville a été menée avec des. Je peux vous poser une question. Mais je vais vous en poser une d'abord, si vous me le permettez. 12 plans banlieue depuis 1977. Où est passé l'argent? Vous nous dites qu'il y a 100 milliards qui a été dépensé. Combien elle rapporte la banlieue? Parce que quand on fait de la comptabilité, ça, c'est l'objet de votre livre. Il me faut ma dépense, mais il me faut mes recettes. Combien la banlieue rapporte? C'est bizarre, sur les plateaux télé, les médias, les éléments de langage politique, c'est toujours la banlieue qui coûte. Jamais elle ne rapporte. Sachant qu'elle n'a pas accès au droit commun. Attendez, chacun... Elle n'a pas accès au droit commun. Je vais rétablir un petit peu la comptabilité pour plus de justice et de justesse. Est-ce qu'on peut répondre? Non pas à ma question, mais c'est une question que les gens se posent. Vous voulez pas que je réponde à votre question? Si, mais vous me dites, je vais vous dire combien il y a d'argent en banlieue. Moi, je vous demande juste les 100 milliards qui ont été investis dans les plans de banlieue. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans le débat politique. Alors, ont-ils été bien dépensés? Ont-ils été correctement dépensés? Ou est-ce qu'on a jeté l'argent par les fenêtres? Il y a 100 milliards, et on ne va pas rentrer dans la technique, mais ce n'est pas de l'argent public pour la large majorité de cet argent. C'est du 1% logement et c'est les grandes entreprises qui ont financé. Donc on revient aussi à un peu de correction. Et des avantages fiscaux pour les entreprises, pour les inciter à investir. Oui, mais ce n'est pas l'argent public, ce n'est pas votre argent, ce n'est pas le nôtre, c'est celui d'entreprise. Donc il faut redire que c'est le privé qui a financé largement ces plans banlieue. Le deuxième point, c'est que on a 250 000 TPE, PME, de petites et moyennes entreprises, qui font 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça représente à peu près 180 000 emplois, avec un potentiel, et j'en parle dans mon livre, d'à peu près 150 milliards de potentiel de développement. La banlieue, elle est extrêmement rentable. 42 milliards de consommation chaque année. Vous savez ce que c'est, 42 milliards? On a un Premier ministre qui cherche 50 milliards pour combler le déficit. 42 milliards. Donc, la banlieue, déjà, elle est rentable. Il faut le dire, c'est chiffré et il faut le répéter. Premier point. Le second point, est-ce qu'on a bien investi? Manifestement non. Vous savez, je suis un chef d'entreprise, je regarde ça avec ce qu'on appelle des KPIs, des indicateurs. 23% de taux de chômage, 42% de taux de pauvreté. Vous voulez que je vous dise qu'on a bien investi? Évidemment qu'on a mal investi. Le nombre de familles monoparentales qui explose, l'abstention, on a 18% du corps électoral qui habite en banlieue, l'abstention est à 60-70% parfois. Ça veut dire que les gens, ça ne les intéresse plus, ça ne les intéresse pas. Donc, est-ce qu'on a bien investi ces 100 milliards? C'est facile. C'est facile d'investir 100 milliards dans le bâti. Pourquoi? Parce que c'est politiquement bankable, parce que ça se voit. C'est plus difficile d'investir dans l'action sociale des gens qui habitent là, d'accompagner les mamans seules, de créer des places de crèche. Ça, c'est plus compliqué. Aziz Seni, sur la politique de la ville, prenons les choses un peu concrètement. Sur la politique de la ville, le grand plan banlieue qui avait été lancé par Borloo, on va faire simple, l'idée c'était de déconstruire un peu le bâti pour redonner de l'espace et pour reloger dans des logements qui soient plus à taille humaine. On peut dire ça comme ça? On est d'accord sur le constat? Oui, mais vous savez, le coup de peinture... Est-ce que c'est... C'est le coup de peinture, et Dieu sait que je le connais un petit peu, Jean-Louis Borloo. C'est facile de détruire. Donc la politique du bâti, on est passé à côté de quelque chose, mais non, il fallait, mais ça n'a pas été assez loin. Le bâti en lui-même, il est responsable de rien. C'est pas une tour, un pavillon ou un appartement qui est responsable de l'environnement social. Déconstruire l'enclavement, c'était pas une bonne solution, Philippe Rio? Sur le bâti, il y a eu des erreurs incroyables qui ont été faites. Je rappelle que ce nouveau monde a été construit à la va-vite, parce que la France, en fait, n'a jamais quitté un truc, la crise du logement. La France a toujours été à courir derrière la différence entre l'offre de logement et le besoin de logement. Donc, il a été construit rapidement, des horreurs, non desservies, enclavées, pas accessibles, etc., etc., etc. Et donc, oui, il fallait une politique d'urbanisme. Et moi, je suis heureux que ce pays, non sans mal, non sans convaincre tout le monde, a réussi de manière transpartisane à se dire « nous avons besoin, nous avons fait des bêtises ont été faites, il faut améliorer, s'interroger ». Vous savez, c'est sur la table, il y a tous les rapports de critiques positives, de critiques constructives pour dire ce qu'on a fait, il y a des choses qui se sont bien réalisées, d'autres il faut améliorer, mais surtout ne pas désaccélérer sur la transformation urbaine. Sur la place des services publics, et je vais me tourner vers Frédéric Loz, la police de proximité, mise en place par Lionel Jospin en 1998, supprimée par Nicolas Sarkozy en 2003, qui avait eu cette phrase, j'étais en train de la rechercher, et qui avait dit aux policiers de proximité, vous n'êtes pas des travailleurs sociaux, organiser des matchs de rugby pour les jeunes de banlieue, c'est bien, mais ça n'est pas le rôle de la police. Est-ce que supprimer cette police de proximité, qui avait quand même un rôle social
on peut dire ça, social, avec la population de banlieue qui crée un rapport de confiance avec la police. Est-ce que c'était une erreur ? Moi, je suis d'accord, ça a été une erreur d'abandonner la police de proximité. D'abord parce qu'on l'a caricaturée. Pour la bonne relation entre la population et les policiers ? L'erreur qui a été faite, c'est de dire la gauche, c'est la prévention, c'est la police de proximité, la droite arrive, c'est viril, c'est la répression, là on est dans le réalisme, c'est une erreur. D'abord c'est une erreur parce que c'est faux. La police de proximité, elle est mise en place dans toutes les grandes démocraties occidentales, aux États-Unis, où ce n'est pas des gauchistes bêlants, en Grande-Bretagne, où elle existe ontologiquement, où on considère que la relation police-population est fondamentale, est aussi ou plus importante que le code de procédure pénale ou l'arme d'un policier. C'est pour ça que moi je suis favorable à la police de proximité. Lorsque la gauche l'a mise en place, il y avait des choses très intéressantes, mais elle a été mise en place de façon trop doctrinale et on n'a ni assuré, ni assumé la répression. Et cette répression, c'est les gens clairement d'origine immigrée, moi je l'ai vu dans toute ma vie, j'ai 40 ans de police bientôt, qui nous la réclament le plus, en disant ça sert à quoi de faire de la prévention, de l'éducation, si on n'a pas de sanctions pour un certain nombre de gens, 5-10%, pas les 90%, qui perturbent gravement les services publics, qui en même temps ont un rôle désastreux. Donc, ça a été l'erreur qui a été faite. Pour autant, l'erreur qu'avait fait à l'époque M. Sarkozy, ministre de l'Intérieur, de jeter le bébé avec l'eau sale du bain, ça a été une terrible erreur. Oui, je pense que c'est une énorme connerie de dire on n'organise pas des matchs de rugby avec des jeunes de banlieue et les policiers. Ben oui, on organise des matchs de rugby, des matchs de foot, et bien évidemment qu'il faut le faire. Et la police de proximité permettait d'avoir des policiers sectorisés sur un territoire, fidélisés, qui connaissaient les gens, le territoire, qui était connu par eux. Ça s'appelle la connaissance et la confiance. Quand on se connaît, on ne voit plus les choses de la même façon. Et même dans une famille, moi, ça m'est arrivé, quand j'ai mis en place la police de proximité, quand j'avais une vision trop globalisante, je disais, ah, là, un tel, oui, c'est un voyou. Ah, ben, son frère, non. Ou tiens, lui, c'est un voyou. Mais il n'est pas voyou, il a changé. Il a été voyou. Parce qu'on n'est pas voyou, là aussi, retenez mon image, la photo et le flux. On n'est pas voyou toute sa vie. Par contre, il faut être au clair sur les questions de sécurité. De la même façon, vous avez 90% des jeunes, alors parlons clair, issus de l'immigration, qui sortent de la délinquance, comme 90% des autres délinquants qui ont été délinquants, qui en sortent. Voilà, ça c'est plutôt un message d'espoir. On n'en parle pas. C'est pour ça que je dis au départ, attention à pas discuter et commenter la photo et la confondre avec le flux. Ça bouge, ça évolue. En 2017, pour rebondir sur ce que vous dites, Emmanuel Macron a annoncé la police de sécurité du quotidien, avec l'idée de reprendre un peu les missions de la police de proximité. C'était après les attentats. C'était une bonne idée. Pour rassurer au sentiment d'insécurité. Philippe Rio, c'est un élément qui fracture aussi, ça, les Français qui participent au sentiment d'abandon? D'abord, merci, monsieur le commissaire, pour vos propos généraux que vous venez de porter, parce que c'est assez rare d'entendre que, en fait, il faut de tout. Il faut de la prévention, de la sécurité. Le syndicat des commissaires a toujours eu cette... Oui, je le sais, mais je le dis parce qu'il se trouve que dans ma vie de tous les jours, je travaille avec des commissaires. Et j'ai vu évoluer des doctrines, j'ai vu du off aussi, j'ai entendu du off de la part d'hommes et de femmes qui veulent assurer une sécurité, qui n'ont pas des moyens, qui sont dans des conditions, y compris de bâtiments, on est au bord de la clochardisation. Hein. En 2016, lorsque les policiers se font cramer à Viry-Châtillon, je vais dans le commissariat de Juvisy-sur-Orge, j'ai honte pour la République, je vous le dis. Je découvre ça lors de ces moments de crise. Et effectivement... un soignant doit être aidé pour qu'il soigne un policier s'il n'est pas bien mis dans de bonnes conditions pour travailler. Et ce qui était le cas, est-ce qu'il l'est encore, pose question avec la question des moyens. Donc à votre question pragmatique et concrète sur la police du quotidien, pareil, la différence entre les annonces et la réalité de terrain. On est tous des hommes et des femmes de terrain ici. Philippe Rio, et donc... Très court pour avancer, est-ce que c'est aussi la raison pour laquelle les narcos, vous en parliez tout à l'heure, ont pris un tel pouvoir et qu'au fond... au fond, les figures morales qui incarnaient une forme de respect... Vous parlez d'une tempête et d'un tsunami. C'est pas des grands frères, des policiers de proximité qui vont arrêter un tsunami. Je veux dire, le mot tsunami blanc, c'est pas moi qui l'invente. C'est l'OFAS. L'Office français anti-stup, qui dit qu'il y a une organisation mondiale qui s'abat sur le pays, qui touche d'ailleurs, et moi je voyage un petit peu en France, la ruralité, les ruralités et les villes moyennes sont balayées par ce phénomène.
Nous, on le connaissait un peu, là, il prend une autre mesure. Mais aujourd'hui, la peur que l'on avait, nous, il y a 20 ans, ce sont dans les villes moyennes françaises et dans la ruralité où se passent des choses. Donc, ce qui est assez hallucinant, c'est le rôle social que prennent aussi ces types-là dans les quartiers. Quand il se passe justement au mi-temps des années 2000, quand la question du trafic de drogue revient, et que là, vous avez affaire à des pieuvres qu'on n'a pas voulu voir, au même titre, on y reviendra, que l'islam fondamentaliste que vous évoquiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on s'est dit, finalement, je pense que dans une part de cynisme, on s'est dit, ça va pacifier. Ça va pacifier. On achète la paix sociale. On achète une forme de paix sociale parce qu'on n'a pas la possibilité de répondre à cette question sociale. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des quartiers où même s'il y a eu de la rénovation urbaine, prenez les Minguettes, on rénove le bâti, on fait venir un tramway, mais quand vous avez 50% des jeunes qui sont en situation de chômage, qui sont des NEET, ni en emploi, ni en formation, ni dans l'éducation, qu'est-ce qu'on a à répondre ? Qu'est-ce qu'on offre ? Et donc c'est bien ça le sujet. Derrière, la République, elle se barre. Ouais. Et donc quand on est sur des logiques de territoire, il y en a qui prennent le territoire et aller les déloger maintenant. Alors c'est la question que je posais, vous avez répondu parfaitement. Aziz Seni, c'est justement eux qui ont pris ce rôle d'acteurs sociaux, au fond, de faire vivre la collectivité et l'économie locale de façon implicite. Vous avez vu ce reportage qui avait été fait dans le Vaucluse, à Orange, je crois, où carrément les dealers organisaient des distributions de cahiers et de stylos pour la rentrée. Quand vous avez dans le même quartier des jeunes qui font l'effort d'aller à l'école, parce que c'est vraiment un parcours du combattant, qui ont des diplômes, etc., et qui à la fin ne trouvent pas de job, comment voulez-vous que le plus jeune se projette et comment voulez-vous qu'il résiste à lui dire « Écoute, tu peux prendre 200 € à faire le chouf par jour ». Alors, je ne dis pas que tous basculent comme ça, non. Mais... Quand même. Il y a des sirènes qui appellent. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est il y a un grand un responsable d'un réseau narcos qui disait quand on a un jeune en déshérence, on se dit est-ce que c'est nous qui allons le prendre ou est-ce que c'est les réseaux de radicalisme. Le désespoir nourrit forcément. Alors attention quand même ouais mais pardon, pardon mais quand même moi j'ai quand même le sentiment que la photo justement elle est quand même assez dramatique. Souvenons-nous que dans nos quartiers, il y a des trajectoires d'émancipation. La tienne, la mienne, on en est la preuve. Moi, mon frère, tellement discriminé, a été ingénieur, s'expatrier en fait en Australie. C'est-à-dire que c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable aujourd'hui de donner à entendre et à voir des trajectoires qui sont aussi d'élévation sociale et elles existent. Frédéric Claus. Oui, déjà, malheureusement, sur le trafic de stupéfiants, on est plutôt vers 6-7 milliards et à peu près 240 000 personnes qui vivent du trafic de stupéfiants. Donc c'est énorme, c'est l'équivalent des effectifs de la SNCF. C'est extrêmement grave, avec une capacité corruptive et bien évidemment des écosystèmes. Alors est-ce que ce sont aussi des gentils mafieux qui vont payer des crayons, des stylos ? Non, ce sont des salopards qui tuent, qui profitent, qui abusent, qui prennent en otage les gens de ces quartiers. Et il n'y a pas de gentils voyous, je voulais le dire. Il y a un outil, et je ne vais pas répéter... En tout cas, c'est là où les types sont quand même malins, c'est qu'ils surfent sur l'abandon des services publics et qui remplissent ce vide. À la place de l'État, ou pour obtenir une forme de légitimité, la mafia comme les Mexicains. Des formes de services publics, etc., en se substituant à un État qui était défaillant, qui n'était pas là. Il y a aussi alors, je ne vais pas être sur un poncif, mais j'y crois, parce que moi, je n'ai pas vécu en banlieue, j'y ai travaillé, mais l'échec scolaire, j'ai connu. Friser la délinquance, j'ai connu, puisque j'ai un parcours de décrocheur, je n'ai pas le bac, j'ai été un mauvais élève devenu bon élève, donc ça m'a beaucoup appris. Mais qu'est-ce qui m'a redressé, moi, à un moment donné ? Là, aujourd'hui, on dit attention, les jeunes sont en déperdition, la cohésion sociale, la cohésion nationale ne fonctionne plus, le civisme se délite, le mot assimilation est tabou, on ne peut plus en parler, l'islam radical arrive à horreur du vide. Mais moi, à mon époque, qu'est-ce qui m'a remis en place ? C'était le service national. Voilà, parce que j'étais une tête brûlée. Quand j'ai devancé l'appel, d'abord, je me suis retrouvé simple parachutiste, je suis allé dans les paras, que j'avais lu Le Bataillon du Ciel de Joseph Kessel. J'ai rencontré pour la première fois des jeunes beurs, allez, on les appelle comme on veut, des blacks, des ultramarins, des tahitiens, j'avais jamais vu ça, et même un ch'ti. Alors je comprenais même pas du tout ce qu'ils me racontaient. Et il s'est passé quelque chose de magique, c'est le service national. C'est qu'au bout d'un moment, on était un groupe soudé, et on était des frères. Voilà, alors je ne vais pas
le service national qui a été progressivement abandonné. Vous parliez des années 95. Là, on dépasse même le cadre des banlieues, c'est le vivre ensemble la problématique du vivre ensemble que vous évoquez. Et très important pour les banlieues, qui était un point de repère, qui permettait d'ailleurs de repérer quelqu'un qui avait des difficultés de santé, des difficultés psychiatriques, de lui donner de l'espoir, de lui faire passer des permis, des formations. Ce que je veux dire par là, après, on quittait l'armée. Souvent, on était content de quitter l'armée. Et après, on avait la nostalgie de l'armée. Mais pendant un an, l'État permettait de rapprocher des gens socialement, religieusement. Et ça faisait beaucoup de bien à la nation. Et certains pourraient dire dans les quartiers, parce que certains pourraient ajouter, on se mélange plus dans les colonies de vacances. Plus fort que ce qui nous divisait. Mais on se mélange plus à l'école. Hein. Comment ? On se mélange plus à l'école déjà. De moins en moins. Il y a de moins en moins de mariages mixtes. Merci, monsieur le commissaire, pour cet aveu de construction personnelle. Mais bien sûr. Qui nourrit aussi la discussion. Aziz Seni, quand vous retournez aujourd'hui au Val-Fouré et qu'il y a des gamins qui vous disent « Moi, j'ai envie de devenir comme toi. Moi, j'ai envie de devenir chef d'entreprise. » Qu'est-ce que vous leur répondez ? L'envie de s'en sortir, je pense que au niveau du territoire français, dom-tom inclus, il n'y a jamais eu autant de niaque dans ce pays et d'énergie que dans les banlieues. D'abord, la démographie aide, c'est le premier réservoir de jeunesse. Et puis quand vous fermez le frigo et que vous avez faim, croyez-moi, c'est la meilleure des motivations. On en revient au basique. Et comment on fait ? Comment vous faites pour les aider ? Mais nous travaillons sur le développement économique. C'est le dernier levier qui n'a pas été utilisé. Évidemment qu'il faut de la sécurité. On en réclame et il en faut. Évidemment qu'il faut de l'éducation. Évidemment qu'il faut de l'action sociale et penser les plaies que cette société génère. Mais le levier économique, moins de 2% des investissements français vont dans ces territoires. Comment voulez-vous que ces territoires s'en sortent s'il n'y a pas d'investissement ? Et on s'étonne. Donc il faut des avantages fiscaux pour flécher l'argent ? Je vais même aller plus loin. Si je vous dis qu'au niveau mondial, ce sont les pays émergents qui tirent la croissance de la planète, vous trouvez ça normal et tout le monde va être d'accord. Pourquoi on a du mal à concevoir que dans notre pays, ce sont les territoires émergents d'où viendra la croissance ? On a la réserve démographique, la réserve foncière, on a les talents et j'ai l'impression qu'on est une équipe de foot et que nos meilleurs joueurs, on les laisse sur le banc. Excusez-moi pour l'image sportive, mais c'est vraiment ça. Faisons rentrer nos joueurs. Et quand vous parliez tout à l'heure de vivre ensemble, je suis désolé, le temps n'est plus au vivre ensemble. Il est à faire ensemble. Le problème, c'est que nous ne faisons plus rien. Il y a le périph', pour l'image, bien sûr, il y a la province, mais c'est pour l'image. Il y a les banlieues, il y a la ruralité, il y a le centre-ville, chacun dans son coin, regardant l'autre, le pointant du goudal. Mais qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Il y a faire nation, il y a faire l'économie, il y a faire l'action sociale, il y a faire l'éducation, il y a faire ensemble, plus que vivre ensemble. Philippe Rio, même question. Ça veut dire que la solution passera forcément par les élus locaux, vous incarnez, des gens passionnés et qui peuvent faire au niveau local et mener des politiques sociales au niveau local, par les entreprises, par les acteurs au fond de la société civile ? Mais par tout ça en même temps. Pour rien vous cacher, j'ai failli ne pas venir à cette émission. Parce que le biais médiatique de parler de la haine, un film que j'adore, mais en fait je sais de quoi on allait parler. En fait, toujours un peu des mêmes choses, vous parlez de la banlieue, la première clé d'entrée c'est les violences, la bavure policière, le truc, on va parler de tout ça. Et en fait je suis venu parce que d'abord je vous aime bien, j'aime bien Nora, je connais Aziz, et je suis très heureux que monsieur le commissaire vous soyez là, parce qu'en fait on est en train de porter des solutions tout cela. Et en fait, on s'aperçoit que les solutions, on les a tous. On a tracé quelque chose sur le vieux débat pourri français, police de proximité contre police hypersécuritaire. Et on se dit, il faut tout remettre à plat. Et on sait faire tout si on a envie. Aziz a le discours qu'il tient, et je le partage, et pourtant on n'est pas de la même sensibilité philosophique, on va dire. Et pourtant on se respecte, et moi je vois aussi des dynamiques, et les propos que tient Nora également. Donc, Mais vous arrivez, vous, à faire en sorte que les investisseurs et les entreprises puissent venir dans la ville la plus pauvre de France ? On peut y arriver, ça ? Est-ce qu'on peut les inciter à le faire ou les convaincre ? Écoutez, il va être modeste. Mais c'est ce que j'allais dire, parce qu'il paraît que vous êtes le meilleur maire du monde. 300 emplois, il n'y a pas de baguette magique, d'abord. Nous, on construit quoi ? On construit de la politique publique. La politique publique, c'est pas de baguette, c'est de la vision, un peu d'intelligence collective et de la mise en œuvre la plus partagée et avec un souci d'efficacité. Grigny, c'est 300 emplois ces 3 dernières années. C'est quand une entreprise, une major mondiale décide de se verdir,
nous mettons à disposition. C'est une boisson qui fait pchit, qui est magique pour le ventre et qui finance et qui est un Père Noël la en Coupe du figurine. Monde, qui finance la Coupe du Monde et les JO. On se met à disposition pour lui offrir sa transition énergétique et pour pouvoir rester sur le territoire en créant de la richesse qui, par le biais de l'impôt, est partagée dans les services publics locaux. De la même manière, lorsqu'une entreprise cherche une implantation pour une activité vertueuse écologiquement, en l'occurrence la blanchisserie de Paris, qui est une PME qui a un mode de croissance en mode start-up, et bien effectivement, je rencontre le dirigeant, j'appelle, tiens, c'est Roland Lescure qui est revenu aux affaires pour trouver des solutions. Nouveau ministre de l'économie. On trouve des solutions, et puis on a ce tissu de PME, PMI qui font des choses absolument extraordinaires. Et pourquoi je n'ai pas voulu venir ? Parce que il faudrait que vous fassiez une nouvelle émission, par exemple, avec le film Divine. Mais vous êtes venu. Ouais, mais parce que c'est vous, et puis il y avait des gens bien. Mais vous savez qu'on l'a déjà fait sur le service public. Ouais, mais par exemple, Divine, le film Divine, c'est l'espoir et la force de vouloir s'en sortir. On l'a fait sur le service public avec ce film Divine. Je vous remercie de l'avoir fait. Nora, ce sera le dernier mot, malheureusement. La Maison des Rêves, c'est le formidable livre que vous avez sorti aux éditions Flammarion. Je dis ça parce que La Maison des Rêves, ça raconte, dans le prolongement de ce que vient de dire Philippe Rio, les solutions quand vous retournez dans votre quartier. Cette maison des rêves. Et que vous êtes une figure, vous l'évoquiez tout à l'heure, qui a réussi un modèle d'une certaine manière. Quel conseil vous donnez aux petits garçons ou aux petites filles qui viennent vous voir ? Alors c'est très compliqué parce que je leur dis de ne pas s'auto-censurer et de rêver grand. Mais moi, j'ai bénéficié de cette maison des rêves. La maison des rêves, on voit ces bâtiments, c'était un local entre l'escalier B10 et B11 où il y avait des animateurs qui venaient nous chercher, qui nous occupaient, qui m'ont permis de découvrir Mozart, qui m'ont emmené à la piscine, qui m'ont emmené dans des centres de loisirs, qui nous ont fait faire des choses. On a fait ensemble. On a fait des spectacles, on a fait des kermesses, on a fait des concours de cuisine. Et surtout, ils nous ont permis de rêver fort. Aujourd'hui, les leviers économiques sont centraux, les politiques publiques sont centraux, mais typiquement, tous ces espaces qui nous ont permis justement ces possibilités de mobilité sociale, ils ont disparu. Pourquoi ? Parce que l'assèchement des subsides, des finances publiques fait qu'il y a des villes où il n'y a plus de services jeunesse, où il n'y a plus d'animateurs. Cette maison des rêves, moi, elle a disparu. Il y a des villes où j'interviens, où il n'y a plus de services jeunesse, il n'y a quasi plus de centres sociaux. Les maisons de quartier, en fait, sont en lambeaux. Et aujourd'hui, à l'heure où on discute du budget, on s'attend à des coupes sombres absolument dramatiques dans le secteur de l'économie sociale et solidaires, qui sont ces fabriques du lien. Et c'est ça, en fait, l'enjeu. Donc moi, j'ai beau dire à ces gamins, rêvez fort parce que c'est possible, mais moi, mon frère, par exemple, il est parti à l'étranger alors qu'il était ingénieur à cause des discriminations. Donc là, aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'il est en Australie. Moi, je reviens, je leur dis, allez-y rêver, mais il va falloir en fait qu'on les aide à rêver, et c'est bien ça le sujet. Il nous reste quelques secondes. Aziz Seni, je rappelle votre livre Made in banlieue, qui est sorti... Quelle édition le voici ? Michel Lafon. Made in banlieue. Trésor de 150 milliards à exploiter. Frédéric Loge, je rappelle votre livre, Sécurité stop à la descente aux enfers, qui sort aux éditions Fayard. Et puis Nora Hamadi, La Maison des Rêves. On l'évoquait tout à l'heure aux éditions Flammarion. Philippe Rio, votre livre ? On l'attend. L'avenir, c'est les banlieues. Il est en rédaction. Merci. Mémoire du meilleur maire du monde. Merci à tous les quatre. Pas encore les mémoires, il y a encore du boulot à faire. Oui, merci à tous les quatre. Merci à tous les quatre. Merci à vous de votre fidélité sur LCP. Merci de nous avoir suivis. Et on se retrouve maintenant régulièrement, une fois par mois, pour ces grandes soirées cinéma-débat. Merci, bonsoir.